Moi, je voudrais remercier la Fondation de France de m'avoir invité, de saluer son président Philippe Lagayette, mais aussi les différents présidents, et de vous avoir remercié de m'avoir permis, au travers de cette journée, de vous entendre, de vous écouter, de vous dire à quel point, vous le savez d'ailleurs, mais vous ne mesurez pas peut-être l'importance de ce que vous êtes en train de réaliser. La première chose, c'est que il faut être attentif, se poser la question de savoir, dans le monde entier aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y a pas un pays qui échappe, nous voyons émerger des forces contestataires du système. C'est une question à laquelle il faut se poser, et je crois qu'il y a un momentum politique que vous avez évoqué. Vous avez souvent parlé au cours de cette journée de la fragilité. Et vous avez souvent évoqué, au long de cette journée, l'expérimentation. Il faut que vous preniez en compte que la brutale réapparition de la fragilité dans les consciences collectives, qui fait place à toutes ces périodes d'insouciance dans lesquelles nous étions tous les uns les autres convaincus que le progrès économique amenait le progrès social, que l'avenir serait meilleur, que l'augmentation du pouvoir d'achat serait constante, que le système des retraites était garanti. Cette insouciance avait brutalement fait basculer les opinions publiques dans une relative quête de consommation et de faire en sorte que nous existions plus par ce que nous dépensions que ce que nous pensions. Et la brutale réapparition, notamment par la COP21, mais la COP21 qui n'est pas un événement, c'est une lente et longue maturation des esprits qui a fait prendre conscience brutalement que l'homme qui était maître de la nature, en voulant la servir, en voulant la dominer, avait en fin de compte brutalement découvert qu'il l'avait fragilisée et que cette notion de fragilité était apparue par l'obligation d'assumer nos responsabilités. Et cette conjugaison de cette fragilité de notre environnement naturel avec la fragilité de la personne humaine, par la brutale réapparition de la barbarie, que ce soit du terrorisme ou des choses les plus ignobles que nous pouvions imaginer. C'est un moment extraordinairement intéressant, car on ne prend conscience de ce que l'on doit, pour lequel on doit se battre, que ce l'on a peur de perdre, et que ce que l'on a peur de perdre a l'adjectif fragile. Fragilité d'un amour, d'un enfant, d'une vie, d'un emploi, d'un territoire. Et donc c'est un moment politique assez rare dans la société internationale, d'une capacité de remobiliser les citoyens sur des causes. Et quand on défend des causes, on transcende les individus. Quand on les laisse au niveau des intérêts, ils se déchirent. Et donc, il y a un moment politique extrêmement intéressant, d'autant plus intéressant qu'au moment où les idéologies politiques ne sont plus porteurs d'espérance. Contestation de l'autorégulation du marché par le développement des inégalités, contestation de la relance keynésienne parce qu'il y a de plus en plus d'argent, de moins en moins de croissance et de moins en moins d'emplois. Quand les espérances collectives disparaissent, c'est la gestion des peurs qui est en train de l'emporter. Et que nous sommes dans un moment où nos démocraties peuvent avoir des réflexes suicidaires, car il y a les partis républicains qui se battent sur un champ d'espérance qui diminue et les partis populistes qui se battent sur un champ des peurs qui augmente. Et si vous retirez du cœur d'un homme l'espérance, vous le retirez les leviers du changement. Et puis il y a quelque chose de pire encore qui est en train d'être inauguré dans nos sociétés modernes, c'est le sentiment d'humiliation. C'est dur d'être pauvre dans un pays riche, c'est humiliant d'avoir Bac+7 payé au SMIC, c'est humiliant d'être viré à 40 ans sans emploi, c'est humiliant de constater que notre société se fragmente. Et quand on met dans le cœur d'un homme un sentiment d'une humiliation d'un humain, on inocule en son sein une violence qui finira soit par le détruire lui-même, soit par détruire le système dans lequel il estime être la cause de son humiliation. Et donc ce sur quoi vous travaillez, et très souvent c'est notre problème en France, on travaille sur des budgets, sur des normes, sur des procédures, sur des territoires. La donnée fondamentale qui est en train d'apparaître, c'est qu'aujourd'hui,
nous sous-estimons l'apport des technologies dans la modification de la relation à l'autre, de la relation à l'espace et de la relation au temps. Il n'y aurait pas de grande surface s'il n'y avait pas de congélateur. Les Américains ont pu imaginer un commerce international après la guerre parce qu'il y avait le téléphone qui augmentait la circulation de l'information et les containers qui faisaient les prix du transport. La révolution numérique qui est en train de se mettre en place fait disparaître les frontières. Il n'y a plus de frontières. Plus personne ne maîtrise la circulation des capitaux, des idées, des hommes et des marchandises. Plus personne. Ça veut donc dire que les gestionnaires de territoires sur lesquels vous êtes ne doivent plus gérer un territoire par rapport à la puissance de son sol et de son sous-sol, mais réfléchir à l'attractivité qu'il doit offrir par l'offre de son territoire. Qu'est-ce que je dois faire pour que les jeunes du monde entier aient envie de venir chez moi, que les capitaux du monde entier aient envie de venir chez moi, que les entrepreneurs aient envie de venir chez moi et que les habitants aient envie de vivre chez moi? Et l'on s'aperçoit donc que les indicateurs qui vont jouer sur cette attractivité vont devenir majeurs. Ce ne sera pas uniquement l'indicateur du PIB. Ce sera l'indicateur de la joie de vivre, l'indicateur de la qualité de l'eau, de mon environnement. Et paradoxalement, de ce que l'on avait un peu oublié et que Boris Cyrulnik met en avant, c'est que la résilience de nos territoires auxquels nous sommes confrontés, nos Japonais doivent engager une résilience après le choc de Fukushima. Nos sociétés occidentales doivent faire un choc de résilience après la brutale découverte que l'économie ne crée pas tous les emplois nécessaires et que nous sommes peut-être devant une société sans travail pour tous. Eh bien, la résilience fait que nous allons passer de l'offre sociale à la vitalité sociale et que la richesse d'un territoire, ce sera celle qui basculera de la société du bien, l'obsession de l'acquisition, à la société du lien. Faire en sorte que la performance qui atteint aujourd'hui ses limites et qui est en train d'avoir une réponse technologique par la maîtrise de la fatigue des corps, va devoir évoluer vers l'épanouissement pour éviter la fatigue des esprits et du psy. Et que l'on voit bien que cette notion de proximité et de solidarité va prendre une importance capitale. Et ce que vous êtes en train de faire par cette expérimentation, d'abord n'oubliez jamais que l'expérimentation peut être effectivement une désobéissance qui réussit, une anticipation lorsqu'elle marche, mais ça peut être aussi mis en œuvre par l'échec du propre système. Si vous êtes en train d'expérimenter, c'est que le système ne marche pas. Et que donc vous avez vocation d'abord à rentrer dans la contestation, car si vous êtes dans la prolongation, l'optimisation des process, ça n'est qu'une amélioration de ce qui existe, l'innovation et la contestation du système pour tenter d'apporter un certain nombre de réponses. Et donc vous avez vous-même, en tant qu'expérimentateur, vocation à avoir une fin dans votre expérimentation, avoir éventuellement un échec, paradoxalement par votre réussite, mais de bien prendre en compte que si vous travaillez sur la fragilité des gens, comment optimiser les choses? Moi, je suis assez fasciné par la vocation et la tendance naturelle que l'on a à toujours porter une satisfaction à notre conscience judéo-chrétienne de compenser nos handicaps. On est un pays d'ingénieurs, on met les gens en normes, et on met les pauvres, les pas pauvres, les vieux, les jeunes, les handicapés, les chômeurs, pas les chômeurs, etc. La société dans laquelle nous rentrons est une société qui va être celle de l'intelligence. La richesse d'un territoire ne sera pas son sol et son sous-sol, ce sera sa capacité de mobiliser les intelligences. À partir du moment où vous acceptez ce concept, vous avez un regard nouveau sur la personne humaine. L'élève qui échoue, ce n'est pas un raté. C'est une intelligence qu'on n'a pas su mobiliser. Le chômeur, ce n'est pas quelqu'un d'inutile. C'est une intelligence mobilisable. Et l'on voit bien que dans toutes vos expériences, c'est que vous avez pu montrer aux uns et aux autres, par le tiers acteur qu'évoquait tout à l'heure le compagnon, le tiers va prendre de plus en plus d'importance. Le tiers espace, celui de la rencontre. Pas pour la rencontre. Moi, je disais souvent aux maires, arrêtez de construire des murs et des routes, offrez des espaces, j'appelais à l'époque d'une façon assez maladroite l'église laïque, des lieux dans lesquels on va échanger, non pas sur un plan marchand, qui est fait une somme, un jeu à somme nulle, je vous donne 20 € pour acheter une marchandise, vous perdez 20 €, j'ai perdu 20 €, zéro. Nous allons rentrer dans une société de l'échange. Je vous apprends quelque chose, vous m'apprenez quelque chose, 1 + 1 = 3. Et au moment où nos sociétés sont en train de vieillir, le vieillissement de la population
va certes, classique, budgétaire, poser des coûts budgétaires transgénérationnels, mais surtout va mettre à la disposition des territoires la denrée la plus rare actuelle, celle du temps. Car la guerre dans laquelle nous sommes, ce n'est pas la guerre des espaces. Nous allons devoir arrêter de penser conquérir les territoires. C'est la guerre des esprits. Soyons attentifs à ce que le monde moderne, c'est un monde qui peut connaître les plus grandes violences, la plus grande radicalisation s'il se construit sur l'humiliation des hommes. Et aucun système politique, aucun système économique ne résistera à cela. Et c'est surtout un système dans lequel on peut avoir le paradoxe de pouvoir avoir accès à toutes les informations, à toutes les personnes dans le monde entier, et de connaître un isolement extrêmement préoccupant sur le plan du psy. Et l'on voit bien que la réflexion à laquelle vous portez votre regard, moi j'aimerais bien que la Fondation de France et vous-même, vous réfléchissiez à ce que vous ne travaillez pas sur les plus fragiles, ni sur les plus précaires. Mais de faire prendre conscience à l'ensemble de la société, c'est que si vous arrivez à révéler le potentiel de chacun, l'utilité de chacun, y compris sur celles et ceux qui semblent le plus éloignés de la perception eux-mêmes de leur propre potentiel. Si vous réussissez à apporter cette réponse aux plus éloignés de cela, vous apportez une plus-value sur l'ensemble de la société, car ce sera bien plus facile de travailler sur les autres. Le second élément, qui effectivement est une contestation du système actuel et qui pose un vrai débat. Nous voyons bien que vous êtes aujourd'hui dans la société qui va devoir basculer complètement la chaîne de valeur, et dans cette notion d'échange, comment quantifier le temps consacré à l'autre, comment taxer, comment prélever l'impôt. C'est une vraie perturbation pour les systèmes politiques, car c'est toute la fiscalité qui est à revoir, c'est tout l'échange. Et vous évoquiez vous-même un certain nombre d'interrogations qui sont très clairement posées aujourd'hui sur le débat politique. Nous sommes en train d'être affaiblis par une montagne de dettes publiques, et de l'autre côté, nous sommes à côté d'une montagne d'épargne privée. Comment affecter des fonds privés à des politiques d'intérêt général? Ça passera par des fiscalités qui ont deux vertus. L'une que l'on a toujours mise en avant, c'est le rendement budgétaire. L'autre qu'on oublie toujours, la fiscalité a pour but de changer les comportements. Or, le vrai souci devant lequel nous sommes, c'est de changer les comportements. La COP21, c'est une négociation des États. Elle ne marchera que si nous changeons notre comportement de consommateur. Et notre société ne sera stabilisée que si vous avez à réveiller ce que vous avez fait là. Mais c'est à mettre en avant. Il serait intéressant qu'au-delà des réussites en nombre de logements, en budget engagé, en chaîne d'écomatériaux, en valeur, c'est que vous mettiez en avant la plus-value humaine que vous avez mis. La personne qui se sent utile, elle a un comportement avec ses enfants plus positif. Nous sommes à l'émergence des sciences de neurologie. C'est assez fascinant de voir qu'avec Boris, nous avions travaillé à l'époque sur la perception qu'il y avait entre 0 et 3 ans. 80% du construction de votre caractère se fait pendant cette période-là. Un enfant qui vit 3 mois avant la naissance et 1 an, au bout d'1 an, il a le stade préverbal, la découverte de l'autre. Si l'enfant a une maman addictive, en souffrance, inquiète, dans une situation extrêmement perturbante, eh bien, on s'aperçoit en école maternelle qu'il possède 300 à 400 mots par rapport à un enfant qui, dans un milieu positif, affectif, etc., en a 10 fois plus. C'est-à-dire qu'en réalité, si aujourd'hui les politiques prennent conscience que la richesse du monde de demain, que la puissance d'un pays du monde de demain sera la capacité de son économie cérébrale, de la potentialité des mentalités, des intelligences, des cerveaux, c'est la connexion qui l'emportera. Tout investissement sur la capacité pour un homme ou une femme d'optimiser sa capacité de création par l'art, par la culture, par le sport et par le lien avec l'autre, car on ne se construit qu'avec l'autre, sera un facteur de garantie et de sécurisation de l'avenir. Et l'on voit bien qu'à partir du moment où vous n'offrez pas, non pas un habitat, mais un moment de vie, car je ne voudrais pas trop allonger non plus le propos, j'ai bien vu, j'ai bien ressenti ce que vous étiez en train de dire, car vivre ensemble, c'est faire ensemble, c'est une de vos réussites. Financer le temps
C'est un vrai débat, mais c'est un débat qui concerne d'autres secteurs. Lorsque la T2A, rémunération à l'activité des médecins, considère que le temps rémunérable n'est que celui de l'activité du chirurgien et non pas le temps de l'écoute avec le patient pour construire ce lien de confiance nécessaire dans plus de 50% des cas pour la réussite de l'opération, on voit bien que la France considère que le temps utile n'est qu'un temps consacré à l'activité. Alors qu'aujourd'hui, cette survalorisation du quotidien, cette obscurité de l'avenir, cette absence du passé, fait que paradoxalement, le recul que l'on prendra par rapport à soi-même, le temps d'écoute que l'on aura pour entrer en empathie avec l'autre, sera un élément extrêmement important dans la valorisation des talents et des intelligences. Et le fait qu'en offrant un parcours de vie, un moment de vie, un espace traversé, car le logement, c'est comme on le disait ce matin, ce n'est pas un lieu de vie enfermé, c'est un lieu de partage avec les autres. Je peux enfin accueillir et boire un pot avec les autres. C'est un lieu de bonheur dans lequel l'enfant trouvera son épanouissement et la relation parentale s'améliorera. Et l'on voit bien que c'est un investissement extrêmement important sur la stabilité et la sécurité de notre société de demain. Sinon, la quête d'idéalité qui fait aujourd'hui cruellement défaut à nos enfants fait que nous nous interrogeons sur le fait qu'un certain nombre de personnes basculent dans la radicalisation la plus violente, y compris sur le fait qu'en réussissant pas la vie dans notre société, on veut réussir sa mort en tuant les autres. On voit bien que nous sommes nous-mêmes porteurs des violences qui se retournent contre nous. Et donc le fait que vous essayiez de réfléchir, pas uniquement aux plus précaires, mais au fait qu'en permettant aux plus précaires de valoriser leurs talents, de découvrir qu'ils sont utiles et d'avoir une estime d'eux-mêmes, c'est un facteur d'apaisement, de construction collective qui mobilisera la totalité de la société. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment où le renversement culturel auquel la technologie nous apporte crée une formidable résistance, une formidable crispation du système. Car il va falloir passer du contrôle à la contrainte. Et tout notre système verticalisé a été basé sur la notion du contrôle. Vous avez le droit d'innover à condition de ne pas contester. C'est exactement le contraire. Et j'ai encore en tête, il y a 2 jours, quelqu'un qui était venu me voir et qui m'avait dit « j'ai répondu à un appel d'offres d'un territoire qui me demandait de répondre à une innovation sociétale. J'ai répondu, elle a participé au jury. Et elle entend avec stupeur le président du jury lui dire « Madame, votre dossier était tout à fait remarquable, mais vous n'êtes pas dans les normes. » Comment imaginer de faire un appel d'offres de l'innovation quand on demande à l'innovation de rester dans les normes? Or, c'est exactement... Je vous invite à être un peu plus impertinent. Car Elie Wiesel me disait, quand je rentrais d'école, ma mère ne me disait jamais « Est-ce que tu as bien répondu ?» Elle me disait toujours « Est-ce que tu as posé la bonne question ?» Et les collectivités n'ont plus d'argent. Les politiques ne savent plus où ils habitent. Formidable opportunité de les aider à se poser les bonnes questions. Vous n'avez plus d'argent pour les maisons de retraite, mais est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir, alors que le niveau moyen des retraites est à 900 €, pourquoi continuer à imposer des normes qui obligent les maisons de retraite à construire à 2 000 €? Est-ce qu'on est obligé d'avoir des normes? Moi, j'avais à l'époque proposé de mettre des containers dans Paris pour régler la moitié des problèmes des travailleurs pauvres. On me dit « Ah ben, containers, travailleurs pauvres ». Résultat, ça débarque de partout. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, la contrainte de l'application des normes du système fait qu'on accepte de facto l'échec du système. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de se poser les bonnes questions et de faire en sorte que les champs d'expérimentation soient des champs d'exploration? Ça veut dire qu'ils ont droit à l'échec, mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on change la culture de nos fonctionnaires. Ce n'est pas de leur faute, n'en veuillez pas aux fonctionnaires. Mais ça veut dire que le contrôle budgétaire fait qu'un TPG, un comptable public, ne peut pas éventuellement engager de l'argent sur quelque chose dont il n'a pas bien mesuré l'encadrement. Mais on ne sait pas si c'est des contraintes qui lui permettent éventuellement de répondre non. Donc il faut que nous trouvions aussi un cadre juridique, un cadre peut-être législatif, et peut-être que la décentralisation peut nous apporter cette opportunité. J'avais plaidé, mais en vain pour l'instant, à ce que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Comment imaginer un seul instant que dans une société qui va être de plus en plus complexe, de plus en plus diverse, avec des situations géographiques de plus en plus différentes, comment imaginer qu'on puisse avoir des réponses uniques sur des situations extrêmement compliquées et extrêmement différentes? C'est justement votre intérêt au niveau de la Fondation de France, c'est de mettre en avant l'émulation des expériences, l'émulation des territoires, et que vous devez vous challenger les uns par rapport aux autres.
Comment essayer d'être meilleur par rapport à l'autre? Comment essayer de vous enrichir de vos échecs? Comment faire en sorte qu'effectivement, vous puissiez mettre aussi en avant cette formidable plus-value humaine qui est l'avenir de nos sociétés? Nous ne pouvons pas construire des responsabilités collectives sur des déresponsabilisations individuelles. Et grâce à ce genre d'expérience, autre éclairage, je suis persuadé que celles et ceux qui vous ont vu regarder, quelquefois avec sarcasme, quelquefois avec sourire, quelquefois avec surprise que vous réussissiez, en réalité, vous permettez aux contribuables qui payent les impôts de retrouver le sens de l'impôt. Quel bonheur j'ai d'être en Bretagne ou dans le Cotentin, de payer de l'impôt pour permettre ce type d'expérience. Mais vous permettez aussi aux gens qui bénéficient de la solidarité publique de ne pas considérer que c'est un droit, mais quelle chance j'ai d'être dans un pays qui me permet de vivre avec des minima sociaux et qui, par une politique, me permet peut-être de devenir responsable de mon destin, être coproducteur de mon futur et d'avoir à côté de moi quelqu'un qui ne compense pas ma difficulté, mais qui m'aide à surmonter ma difficulté. C'est cela aussi, la fierté et le respect de la dignité des personnes humaines. Merci pour votre enrichissement, tous mes encouragements, mais soyez encore un peu plus impertinents.